Ce lundi débute en France la semaine de l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. À cette occasion, nous recevons sur France 24 Sophie Naoum, productrice et réalisatrice de documentaires. Sophie Naoum, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de réaliser la série Les Derniers qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Vous avez rencontré d'anciens déportés de camps d'extermination afin de rendre leur témoignage plus accessible. Alors tout d'abord, les actes antisémites, ils ont bondi de 74% l'an dernier. Dans ce contexte, c'est important d'avoir cette semaine pour sensibiliser les jeunes à l'antisémitisme, mais aussi au racisme. Oui, bien sûr. Enfin, ça me semble indispensable de mener ce combat, peut-être pas plus que jamais, mais autant qu'il est aussi nécessaire aujourd'hui qu'hier. Il faut rappeler qu'un acte raciste sur 2 en France est antisémite, donc concerne 1% de la population. Donc c'est une surreprésentation. Mais au-delà de l'antisémitisme, évidemment, c'est une lutte beaucoup plus globale contre la haine qu'il faut mener, et dès le plus jeune âge, il me semble, dans les écoles. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette recrudescence des actes antisémites et racistes en France, mais aussi, on l'a vu, dans d'autres pays européens, comme la Pologne ou l'Allemagne, par exemple ? Moi, je suis pas capable d'expliquer ça. Est-ce qu'il y a un problème de mémoire, selon vous ? Oui, alors il y a tout à fait un problème de mémoire, mais je pense que ça vient aussi de la manière dont on essaye d'enseigner les choses. C'est-à-dire que la mémoire de la Shoah, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui appartient aux Juifs ou au passé. On nous répond souvent, on en a assez entendu parler, il y en a que pour vous les Juifs, ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mémoire de la Shoah, comme l'esclavage par exemple, c'est un paradigme, et c'est les mécanismes qui ont mené à ça qui doivent être compris par les plus jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un exemple de ce dont l'humanité est capable de pire en réalité. Et donc, il suffit pas de répéter comme un mantra le plus jamais ça et de se souvenir de ce qui s'est passé et des 6 millions de morts. Il faut comprendre les mécanismes qui ont mené à ça. De l'humain, les mécanismes... Oui, les mécanismes de collaboration, qu'elles soient actives ou passives, les mécanismes qui permettent ça. Et pour moi, vous parlez donc de cette semaine dans les écoles, si vous voulez, ça commence dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous souvenez comme moi, dans la cour de récré, des enfants qui se liguaient pour attaquer un petit enfant qui était différent parce qu'il a des lunettes, parce qu'il est plus timide, parce qu'il est d'une autre couleur. Et vous savez, dans les cours d'école, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les enfants s'attaquent, se liguent contre un. Et quand on laisse passer ça, on a déjà perdu le combat. C'est-à-dire quand dans les familles, on laisse dire du mal des musulmans, des juifs, des homos, de n'importe qui. Une banalisation de cette Mais on fait le terreau violence. de tout ce qui se passe ensuite. Et je pense que la mémoire de la Shoah, comme la mémoire d'autres génocides, doit être enseignée de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'on aurait fait, mais en tout cas se questionner sur ce qu'on n'aurait peut-être pas fait. Il y a eu 3 millions de lettres de délation sous l'occupation pour 500 000 juifs. C'est pas encore pour ne parler que des juifs, c'est pour dire qu'il y a eu 6 lettres par personne de dénonciation. Et c'était monsieur et madame tout le monde qui écrivaient ces lettres, parfois pour obtenir un manteau de fourrure, parfois par jalousie. Et il ne suffit pas de dire qu'il faut connaître les autres individus et accepter la différence pour les aimer. Vous savez, les gens qui dénonçaient les Juifs pendant la guerre, c'était parfois les voisins dont les familles étaient très proches. Donc ça ne suffit pas, il faut bloquer ces mécanismes. Il faut retrouver un peu de courage, en fait, et enseigner ça aux enfants. Et justement, pour toucher un public plus jeune, vous avez réalisé cette série de vidéos, Les Derniers, où vous rencontrez des survivants des camps de la mort. C'est diffusé sur les réseaux sociaux. C'est une manière d'élargir le message, justement. C'est une manière de toucher les jeunes et d'essayer de faire des outils qui correspondent à leurs nouvelles habitudes, à leurs nouveaux modes de consommation. Il n'y a pas de honte à ça. En faisant du programme court viral 2.0, en fait, et en diffusant sur les réseaux sociaux, je me dis, et j'ai eu l'intuition que peut-être certains, à travers la petite histoire d'un individu, s'intéresseraient justement à la grande, en fait, en rencontrant un être humain, parce que bientôt, les derniers témoins ne pourront plus aller dans les lycées témoigner. C'est déjà un peu la fin de ça. Justement, j'aimerais qu'on écoute un de ces témoins qui est venu parler à des jeunes dans une école. On va écouter un court extrait tout de suite. Alors j'ai reçu des courriers, de lettres, de machins, de gosses et tout, en disant une lettre qui était très courte où le jeune a écrit « J'aurais pas voulu être à votre place ». Moi, c'était sincère. Une autre lettre où, dans la classe, on était 2 négationnistes.
à la suite de votre intervention, je ne le suis plus. Mais par contre, mon camarade, lui, il est resté. Voilà, des témoignages très émouvants. C'est une manière de les rendre immortels, finalement? Bien sûr, c'est une manière de les retenir un petit peu plus longtemps avec nous. Et puis moi, j'ai un peu, je vous avoue, un sentiment de honte par rapport à eux, que eux soient confrontés aujourd'hui à ce qui se passe en ce moment, mais que ce soit les croix gammées dans les rues de Paris ou toutes les autres formes de haine, parce qu'il faut savoir que ces gens, quand ils vont témoigner dans les écoles, vraiment, ils le font pour que ça n'arrive plus à personne et plus à personne d'autre. C'est très universaliste, leur message et leur combat. Et ça fait 20 ans que tous ceux que j'ai tournés quasiment vont dans les écoles, mais de manière quasi quotidienne. Et ils sont bien accueillis en général? Ils sont très bien accueillis. Ils reçoivent des courriers extraordinaires, mais c'est toujours à l'initiative d'un professeur. C'est un professeur qui les fait venir. Donc il y a déjà un premier filtre, si vous voulez, de qui sont ces professeurs qui les font venir. Et ces gens-là, il faut leur rendre hommage parce que ils ont cette initiative de les inviter. C'est extraordinaire. Je pense que ça change les choses pour certains jeunes, en tout cas. Enfin, c'est ce que nous disait Robert. Mais c'est vrai que ils auraient aimé avoir plus d'impact. Ça, c'est l'impression que j'ai Et justement, quand on voit le regain de violence actuel, est-ce que certains d'entre eux ont peur qu'une telle chose se reproduise? Mais ils ont très peur, ils sont très découragés, ils sont tristes à la fin de leur vie d'assister à ça. Mais ce qu'ils ont bien compris, c'est que l'histoire ne se répète pas 2 fois exactement de la même manière. Donc, si vous voulez, schématiquement, ils n'ont pas peur que les nazis reviennent demain. Ce qu'ils voient, c'est que les mêmes mécanismes sont encore à l'œuvre, que la même haine est à l'œuvre et qu'ils auraient aimé qu'au moins ça serve à quelque chose. Voilà, que c'est 6 millions de morts, que leur effort à eux... Et beaucoup ont eu du mal à parler au début. La plupart n'ont pas parlé pendant 40 ans. Et il faut bien comprendre pourquoi, c'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en les rencontrant. Bon, déjà, c'était pour avancer dans la vie, se reconstruire, créer une famille, ne pas traumatiser leurs enfants. Mais juste après la guerre, vous savez, personne ne voulait les écouter. C'est-à-dire qu'on les a regardés de manière suspicieuse et on leur a dit, ou on leur a fait comprendre, écoutez, vous êtes là, c'est déjà pas mal. Et puis, si ce que vous dites est vrai, comment se fait-il que vous soyez là? Donc, il y a eu quelque chose d'affreux. Ils se sont retrouvés dans une France qui avait recommencé à vivre. En fait, ça faisait 1 an que la guerre était finie à peu près, quand ils sont revenus, les anciens déportés. Et du coup, ils dérangeaient une France qui voulait vivre, qui prônait la réconciliation nationale. À l'époque, vous savez, tout le monde avait soi-disant été résistant. Donc ils se sont tus. Ils se sont tus parce qu'on ne les a pas laissés parler. Ouais. Et certains survivants également que vous avez interrogés rappellent que leurs parents, par exemple, ne pensaient pas possible que le discours nazi se traduise dans les actes. Ça, c'est très fort également. Ça, c'est un sonore d'Élie Buzyn, qui est le père de la ministre de la Santé, juste pour vous dire que cet homme qui est sorti des camps, qui n'avait plus rien, a fait médecine après la guerre et a maintenant une fille qui est ministre de la Santé, pour vous dire les possibilités dans la vie qu'on a quand on se bat. Et donc lui raconte ça et c'est terrifiant. Je crois que c'est un des moments les plus tristes, un des sonores les plus tristes que j'ai entendus. Il dit, mais vous savez, Sophie, mon père avait lu Mein Kampf. Son père est évidemment mort pendant la guerre. Et il dit, vous savez, Sophie, mon père avait lu Mein Kampf. Et il disait, oh, mais ce que Hitler dit, c'est des conneries, ça n'arrivera jamais. Il dit ça comme ça, mais il ne le fera pas. Et il renvoie à la situation actuelle où il disait, il me dit, c'est terrible, on a encore les mêmes mécanismes de déni à l'œuvre. Mais quand quelqu'un veut votre mort et qu'il est en situation de la rendre réel, il le fait. Et c'est ça, je pense, qui est le plus terrible pour eux, c'est de se dire qu'on n'a pas pris conscience de ça, vraiment de jusqu'où... Vous rendez compte? On a jeté des bébés dans le feu. Enfin, il s'est passé ça pendant la guerre, entre autres choses. C'est pas que pour prendre des exemples horribles et faire pleurer dans les chaumières. C'est pour dire l'homme est capable de jeter des bébés dans le feu. Donc, il faut absolument bloquer ces mécanismes. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, je n'ai pas de solution miracle. Ça passe par la jeunesse, par exemple. Évidemment, je n'ai pas de solution miracle. Vous pensez que la réponse politique aujourd'hui est à la hauteur? Je ne crois pas qu'aucune réponse soit à la hauteur et je ne crois pas qu'on puisse faire de miracle et je ne suis pas très optimiste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne laisse pas mes enfants dire du mal de quelqu'un de différent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable et je pense qu'il faut être radical là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne dit pas de mal de qui que ce soit. Enfin, c'est pas dire du mal, c'est qu'on n'autorise pas la haine d'où qu'elle vienne. Voilà. Et on a le droit de pas aimer son petit camarade, mais on se bat pour qu'il soit libre d'être ce qu'il est. Voilà. Ça, c'est un principe catégorique. Et je pense que c'est peut-être pas assez martelé. Merci beaucoup, Sophie Naoum, d'avoir été notre invitée sur France 24. Avant de se